has authored more than 500 scientific publications, supervised numerous doctoral theses, and contributed significantly to research on sustainable agriculture and the rehabilitation of saline and degraded soils. His outstanding scientific achievements have earned him several prestigious distinctions, including 3 presidential awards in Tunisia and the African Union's Continental Scientific Excellence Award. And in 2025, he was ranked among the top 0.06% of researchers worldwide according to the International Scholars GPS ranking. Professor Abdelli is widely recognized as one of the Tunisian's leading scientists and a major contributor to the advancement of biotechnology research in Africa and beyond. The floor is yours. Thank you very much for this introduction. Bien, chers collègues, chers amis, donc je vais vous présenter aujourd'hui quelques mécanismes ou bien outils qui sont utilisés et mis en œuvre au niveau de l'Agence nationale de la promotion de la recherche pour promouvoir, si vous voulez, la valorisation des résultats de la recherche et le transfert des technologies. C'est pour vous dire que, si vous voulez, l'ANPR, si vous voulez, c'est une structure d'interfaçage. Elle relève du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et donc la mission principale, c'est en quelque sorte, c'est le bras opérationnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour exécuter la stratégie du ministère en termes de valorisation des résultats de la recherche. Je vais commencer par vous présenter une certaine cartographie de notre système de recherche et d'innovation. Donc les acteurs principaux de la recherche, si j'en vois les laboratoires de recherche, actuellement, nous avons 522 laboratoires de recherche, 40 centres de recherche et développement et 13 technopoles ou bien technoparcs. Au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons 13 universités, 207 établissements d'enseignement supérieur et 42 écoles doctorales. Donc, en termes de ressources humaines, nous sommes 22 000 chercheurs à temps plein. Nous avons 12 000 docteurs et doctorants et 270 000, si vous voulez, étudiants. Donc, bien sûr, donc, en plus de cela, si vous voulez, nous avons des structures de soutien et d'accompagnement. Vous avez la TEA, donc c'est l'agence, si vous voulez, l'agence tunisienne de l'évaluation de l'accréditation, l'ANPR, notre agence, le CCK, le Centre de documentation universitaire, la Cité des sciences, etc. Bien, donc si on regarde un peu la répartition, la distribution de ces laboratoires de recherche, selon, si vous voulez, les disciplines, vous voyez que les sciences médicales et les sciences de la santé donc, occupent la part la plus importante, avec 25%. L'ingénierie et les technologies, c'est 23%. Les sciences exactes et les sciences naturelles, c'est 21%. Les sciences sociales, 13%. L'agriculture et les vétérinaires, donc 11%. Et l'humanité et l'art, donc c'est juste, si vous voulez, 7%. Bien, donc c'était juste un petit aperçu sur notre système, et vous savez que chaque année, pratiquement, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle procède à une évaluation des systèmes de recherche. Donc c'est l'UPO. Donc, et si je reviens à l'évaluation effectuée en 2025, je vais vous présenter quelques chiffres. Bien, donc avant de présenter quelques chiffres, je parle ici de l'indice global de l'innovation. L'indice global de l'innovation, c'est un indice, donc j'ai dit, il est déterminé par l'UPO. Donc il mesure la capacité, si vous voulez, d'innovation des différents pays, c'est important. Il compare les différents pays selon, si vous voulez, leurs compétences, leur capacité d'innovation. Il permet d'identifier au sein des différents systèmes les points forts et les points faibles des systèmes nationaux de recherche. Et normalement, ça doit orienter les décideurs
vers les bonnes stratégies pour améliorer la capacité d'innovation de ces systèmes. Lorsque je parle de l'indice global de l'innovation, c'est un indice qui comporte, si vous voulez, 80 critères. 80 critères. Et le score, c'est entre 0 et 100. Mais grosso modo, si je prends les critères, je peux les grouper en deux piliers. Le premier pilier, ce qu'on appelle l'input. L'input, qu'est-ce qu'on investit, si vous voulez, dans notre système de recherche et d'innovation, en termes d'institutions, en termes de ressources humaines, en termes d'infrastructures. Est-ce que notre marché, ce qu'on appelle la sophistication du marché, en termes de financement d'investissement, et aussi donc, en termes, si vous voulez, de développement ou bien de la recherche, développement et la recherche collaborative. Donc tout ça, sont des inputs. Maintenant, les outputs, c'est la production scientifique, c'est la production de logiciels, c'est la production, si vous voulez, d'innovation de manière générale, et surtout l'impact économique de cette recherche. Bien, donc, quelle est la position de la Tunisie en Afrique? En Afrique, et en 2025, on est classé 5e après les îles de Maurice, le Maroc, l'Afrique du Sud, Seychelles. Donc, on est nous le 5e. Nos collègues de l'Égypte, donc, ce classement, c'est juste après la Tunisie, c'est 6e place. Bien, donc ça, c'est en Afrique. Si on regarde un peu dans les pays arabes, donc les différences ici sont claires et je pense que les finances sont en quelque sorte la source de cette différence très importante. Vous voyez donc, la première place, c'est les Émirats arabes unis. Par la suite, c'est l'Arabie saoudite, Qatar. Et la Tunisie, où est-elle? Elle est à la 9e place. Et l'Égypte à la 10e place. Bien, donc ça c'est pour le classement. Mais quand même, donc il y a un critère ici, c'est une représentation dans laquelle on représente, si vous voulez, dans l'axe des ordonnées, vous avez, si vous voulez, l'output, les résultats de l'innovation. Et dans l'axe des abscisses, ici c'est l'input. Et vous avez ici la diagonale. Si on est sur la diagonale, c'est-à-dire que le match est nul en quelque sorte. Donc l'output de l'innovation est égal à notre score en termes d'investissement. Si on est au-dessous de la diagonale, c'est-à-dire qu'on investit beaucoup, mais l'innovation, l'output de l'innovation, il est relativement modeste. Si on est au-dessus de la diagonale, c'est-à-dire que l'output de l'innovation, il est plus important que, si vous voulez, l'investissement. Et la Tunisie est au-delà, il est là. Donc la Tunisie, c'est parmi les pays. C'est vrai que l'investissement, il est modeste, mais relativement, la Tunisie, elle est efficace en termes d'innovation. Bien, donc, pour récapituler, j'ai dit qu'il y a 82 critères, on ne va pas les prendre tous. Vous voyez ici, donc en 2025, c'est 139 pays. Donc la Tunisie, donc, en 2025, elle est classée 76e. Donc elle était en 2024 à 81. Donc on a accusé une progression de 5 places. Donc on est fort en termes de ressources humaines. On est très fort en termes de, si vous voulez, sciences de l'ingénierie. La proportion de diplômés en ingénieur par rapport à notre population nous place deuxième sur 139 pays. En termes de production scientifique de qualité, nous sommes classés 17e sur 139. Maintenant, en termes de, si vous voulez, de financement, donc financement public pour les élèves secondaires, par rapport, si vous voulez, à notre PIB et par habitant, on est premier dans le monde, sur les 139 pays. Donc ça, c'était les points forts. Regardons maintenant les points faibles. Franchement, ils sont nombreux. Donc je vous rappelle tout simplement que nous sommes classés 17e sur 139 en termes de production scientifique. Maintenant, si nous regardons, si vous voulez, les liens, si vous voulez, d'innovation, c'est-à-dire les liens entre l'université et surtout les milieux industriels, on est 117e. 117e. Si on regarde des interactions entre les universités et le milieu socio-économique, surtout je parle de la recherche-développement. Donc, si vous voulez, on est 109e.
Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les co-publications. Les co-publications, c'est-à-dire qu'il y a une relation étroite entre le secteur public et le secteur privé pour conduire une recherche qui pourrait donner, entre autres, des articles, des co-publications entre secteur privé et secteur public. On est combien classé? On est classé 136 sur 139. On est presque les derniers de la classe, à ce niveau. Donc, bien sûr, notre point très faible, aussi le cluster, surtout pour le développement régional, on est 114e, pour l'absorption du savoir, l'absorption de l'innovation, la valorisation de l'innovation par les entreprises, on est 123e. Maintenant, nos entreprises ont une faible capacité à absorber, à valoriser les résultats de la recherche et l'innovation, etc. Donc, on n'est pas aussi en train de valoriser comme il se doit la propriété intellectuelle et nos importations en termes d'ICT aussi, donc notre classement n'est pas intéressant. Bien. Nous parlons aujourd'hui de la valorisation et je vous prie de regarder un peu cette figure. Donc ici, dans l'axe d'exercice, on appelle ça, c'est le degré de maturation des technologies, le TRL, Technology Readiness Level. Donc ça varie entre 1 et 9. Lorsque vous avez une idée au laboratoire, le degré de maturité c'est 1. Pour que cette idée soit transformée en un produit commercialisé, ça doit atteindre 9. Maintenant, en termes d'investissement, le secteur public, qu'est-ce qu'il fait? Il va financer la recherche dans les laboratoires, dans les structures de recherche. Et ça va donner, dans les meilleurs des cas, un degré de maturité de technologie égal à 3 et 4, max. C'est-à-dire une technologie ou bien une idée, une technologie, ou bien un prototype validé à l'échelle de laboratoire. Donc c'est pratiquement entre 3 et 4. Mais entre 3 et 4, vous n'êtes pas, nous ne sommes pas intéressants pour les partenaires socio-économiques. Les partenaires socio-économiques cherchent une technologie qui est opérationnelle dans son milieu naturel, dans son environnement naturel. Donc elle doit atteindre au moins 6 à 7. Lorsqu'on atteint 6 à 7, l'industriel commence à être intéressé. Donc quel est le problème? Le problème, c'est comment passer de 3,5 et 4 à 6 à 7. On appelle ça la vallée de la mort. La vallée de la mort parce que dans cette étape, la plupart des technologies disparaissent. C'est pour cela maintenant la stratégie du ministère, c'est financer une recherche collaborative. Une recherche qui implique obligatoirement des structures de recherche, des partenaires socio-économiques. Pourquoi faire? Pour progresser dans le degré de maturité technologique, pour passer de 3,5 à 4, pour passer, si vous voulez, d'un prototype de laboratoire à, si vous voulez, un produit utilisable dans le marché. Donc, vous voyez, si vous voulez, l'intérêt de la recherche collaborative en termes de valorisation. Et donc, si vous voulez, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il a mis en place plusieurs, si vous voulez, axes pour la valorisation. C'est d'abord orienter la recherche vers les priorités. Vous savez que nous avons en Tunisie 6 grandes priorités de recherche, mais faut-il aussi de revoir et actualiser ces priorités de recherche qui ont été mises en place par une approche participative en 2017. C'est rapprocher la recherche du monde socio-économique. Je vais prendre quelques exemples et j'insiste sur le financement des travaux de la recherche collaborative qui implique, j'ai dit, les structures de recherche et, si vous voulez, les partenaires socio-économiques. En quelque sorte, ça doit impliquer le producteur de résultats et l'utilisateur de résultats. C'est ça qu'on peut, si vous voulez, arriver à un résultat valorisable. Et enfin, mettre en place des structures d'interfaçage. L'APR, c'est une structure d'interfaçage. Les technopoles, c'est une structure d'interfaçage. Les unités spécialisées, etc. Bien, donc, je vais maintenant prendre quelques exemples de mécanismes ou bien d'outils qui sont développés par l'APR. Je parlerai essentiellement du Mobidoc. Il a changé de couleur, c'est quelques
moi, donc c'est devenu le Mobidoc Green, le Mobidoc Vert. Donc je parlerai aussi de Mobidoc Nouveaux Métiers et je parlerai aussi de Green Impact, donc c'est aussi de la recherche collaborative. Bien, donc le Mobidoc, donc c'est le dispositif qui a été mis en place au niveau d'Ampère depuis 2012 et c'est un moyen pour mettre la recherche, pour mettre le savoir-faire académique, le savoir-faire technologique, le savoir-faire de manière générale, la connaissance des docteurs ou doctorants et des laboratoires au service des partenaires socio-économiques. Bien, donc, lorsque je dis Mobidoc, c'est, bon, je le répète, peut-être c'est mobilité, doc, c'est doctorant ou docteur, et ces docteurs ou doctorants vont se déplacer chez des partenaires socio-économiques, pour quoi faire? Pour conduire une recherche appliquée, un projet de recherche appliquée, qui répond parfaitement aux besoins de ce partenaire socio-économique. Et bien sûr, les objectifs clés de ce dispositif, c'est d'abord renforcer les interactions entre les deux milieux, le monde de la recherche et le milieu socio-économique. C'est aussi aligner la recherche appliquée, la recherche-développement, et la mettre, si vous voulez, en adéquation avec les besoins du milieu socio-économique. Et bien sûr, c'est améliorer l'employabilité des docteurs. Donc, l'AMPR, qu'est-ce qu'elle fait? En quelque sorte, elle gère un partenariat entre la structure de recherche, l'organisme bénéficiaire, ça pourrait être une entreprise, un hôpital, si vous voulez, une association, et bien sûr le docteur ou le doctorant. Je passe rapidement. Donc nous avons, si vous voulez, deux versions Mobidoc. Nous avons le Mobidoc doctorant. Doctorant, c'est-à-dire que c'est un étudiant qui est inscrit en première année en deuxième année de thèse. Il va préparer toute la thèse dans le cadre d'une thèse de recherche appliquée qui répond si vous voulez, aux besoins du partenaire socio-économique. Et ça pourrait être, si vous voulez, un post-doc, c'est-à-dire une activité post-doctorale. Le docteur, si vous voulez, il met son savoir-faire, ses compétences à la disposition d'un partenaire socio-économique. Bien, donc nos Mobidossiens ou bien nos docteurs sont, si vous voulez, reçoivent, si vous voulez, un financement, une allocation. Ces 80%, c'est financé par l'AMPR sur les différents projets, soit des projets de coopération avec l'Union européenne, ou bien des projets financés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et donc 20%, c'est payé par l'organisme bénéficiaire, l'entreprise par exemple. Et l'étudiant, s'il prépare sa thèse, donc il peut percevoir 1500 dinars durant les 3 années, donc ça lui permet de préparer sa thèse dans de bonnes conditions. S'il est post-doc, il reçoit 1700 dinars pendant 24 mois. Bien. Donc, lorsque je dis Mobidoc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, c'est pour les trois partenaires. Pour l'organisme bénéficiaire, si on est en entreprise, c'est un moyen. C'est un moyen qui me permet, en tant qu'entreprise, d'accéder à tout le savoir-faire qui existe dans le laboratoire, d'où vient cet étudiant. C'est une occasion de bénéficier, si vous voulez, des brevets qui existent dans ces structures d'accueil. C'est aussi une occasion pour optimiser mes technologies au niveau de l'entreprise. Si je prends la structure de recherche ou bien le laboratoire, c'est excellent, une excellente opportunité parce que nous, chercheurs, nous avons des résultats, la plupart des cas sont validés dans le laboratoire. Mais, si on a cette interaction, c'est une possibilité de valider nos résultats à l'échelle, si vous voulez, grandeur nature, dans le milieu opérationnel. Et c'est bénéfique pour les jeunes chercheurs. Pourquoi? Parce que le docteur ou doctorant, il a une formation académique, technologique, tout ce que vous voulez. Il va, si vous voulez, renforcer sa formation par une formation dans un milieu professionnel. Et ça va rapprocher davantage le docteur du milieu socio-économique et ça va améliorer, si vous voulez, son employabilité. Lorsque je dis Mobidoc, ce n'est pas seulement un projet de recherche,
Mais actuellement, donc, il y a pas mal, si vous voulez, d'expertise, de savoir-faire, qui doivent être acquis par nos chercheurs. C'est pour cela que nous essayons de former de manière continue nos, si vous voulez, docteurs dans tout ce qui est entrepreneuriat, dans tout ce qui est valorisation et gestion de la propriété intellectuelle, la communication, le management des projets, etc. Bien, donc je reconnais que ces chiffres ne sont pas tout à fait actualisés parce que nous avons déjà dépassé les 1000. Jusqu'à présent, nous avons financé plus de 1000 projets. Lorsque je dis 1000 projets, le taux de succès, c'est autour de 50%. C'est-à-dire que nous avons reçu au moins 2000 projets. Donc, nous avons, si vous voulez, financé 1000 projets avec, si vous voulez, répartis entre doctorants et docteurs, avec 425 organismes bénéficiaires, des entreprises, des centres de recherche et développement, et bien sûr d'autres structures de recherche. Quels sont les secteurs, si vous voulez, concernés? Les secteurs, donc il y a pas mal de secteurs. Vous avez l'agroalimentaire, 28%. Je cherche surtout la santé, 14%. L'éthique, par exemple, 22%. Donc nous avons financé tous les secteurs pratiquement, mais il y a des secteurs qui sont plus dominants que d'autres. Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à convaincre nos collègues des sciences humaines sociales, puisque les projets Mobidoc dans ce domaine ne représentent que 1%. Bien, ça c'est répartition par genre, donc je n'ai pas besoin de faire de commentaires, c'est plus que la dominance absolue en génétique, c'est plus que 80% des porteurs de projets sont des filles, des porteuses de projets. La répartition, la distribution de ces Mobidoc dans le pays, nous avons touché pratiquement tout le pays. Vous voyez ici, 47%, c'est le Grand Tunis, mais c'est 4 gouvernorats. 47%, c'est 4 gouvernorats. Mais par gouvernorat, vous avez le taux le plus important, c'est le gouvernorat de Sfax. Et donc l'esprit entrepreneurial, il semble qu'il est porté génétiquement par les Sfaxiens, donc ce n'est pas étonnant. Donc vous trouvez le score le plus important, c'est 24%. Il faut dire qu'au niveau de Mobidoc et pour les organismes bénéficiaires, nous n'autorisons que 3 projets par organisme bénéficiaire. Si nous avons ouvert, donc, le taux pourrait donc dépasser largement les 24%. Bien, donc les outputs du Mobidoc, parce qu'il y a des sessions qui sont achevées. Important de voir d'abord qu'il y a pas mal de production de brevets. Et je peux vous assurer que le taux de production de brevets par les Mobidociens dépasse la moyenne nationale. Ça, c'est important. La production scientifique. Il y a une belle production scientifique. Et là, c'est pour nous dire à nous-mêmes. Nous sommes chercheurs, nous avons toujours un préjugé. Nous disons que la recherche appliquée n'est pas génératrice de production scientifique. Ce n'est pas vrai. On peut joindre l'utile à l'agréable, conduire une recherche, appliquer une recherche de développement et avoir une bonne production scientifique. Ici, c'est la synergie avec des mécanismes de financement nationaux et internationaux. C'est quoi ça? Donc, vous savez qu'un projet Mobidoc, c'est porté par un jeune docteur ou doctorant. Mais ce projet peut être développé à plus grande échelle pour faire l'objet de grands projets de coopération bilatérale, multilatérale. Il y a eu même des projets Horizon Europe, si vous voulez, qui sont issus de Mobidoc. Il y a des startups qui ont été créées. L'employabilité, c'est autour de 20%. Et donc, il y a pas mal si vous voulez, de prix qui ont été réalisés. Ça, c'est juste pour vous dire quelques startups qui sont opérationnelles, qui sont issues de Mobidoc. Le domaine d'activité ici, c'est l'ICT. Donc ici, une autre start-up, mais secteur d'activité, ce sont les analyses alimentaires et environnementales. Donc ça, c'est aussi une autre start-up, c'est le prototypage électronique. Ça, une autre start-up, c'est la valorisation surtout des microalgues. Ces microalgues, c'est très important. Tout à l'heure, madame parlait des organismes extrémophiles. Et donc c'est très important comme source de substances biologiquement actives. Et ça, c'est l'industrie musicale. Donc ça, c'est une start-up qui a conçu un nouveau matériel pour fabriquer des instruments musicaux. Bien. Il faut reconnaître qu'à un certain moment,
Nous avons, si vous voulez, financé pas mal de projets, puisqu'il y a une dévaluation du dinar tunisien. Nous avons gagné, parce que nous avons reçu le financement en euros, nous avons gagné certains dinars. Nous avons dit qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle édition, une nouvelle fenêtre, une Mobidoc. Et ça, cette fois-ci, c'était un Mobidoc, ce sont des docteurs qu'on a affectés dans les technopoles. Et ces Mobidoc, qu'est-ce qu'ils vont faire dans les technopoles? Ils vont essayer d'améliorer l'interaction des technopoles avec le milieu socio-économique. Ils sont installés dans les technopoles pour former ce qu'on appelle des PMO, des cellules, si vous voulez, de management des projets. Et bon, nous n'avons pas, si vous voulez, nous avons recruté 21 docteurs, je pense, et ils ont rédigé pas mal de projets, si vous voulez, Horizon Europe, et ils ont pratiquement 5 projets qui ont été financés, avec donc 5 sur 27, avec un taux d'acceptation respectable. Donc ça c'est la suite, c'est juste pour vous dire que sur les 21, il y a au moins 50% qui ont été affectés maintenant, recrutés définitivement et forment ce qu'on appelle des cellules, des PMO, des cellules de management des projets dans les technopoles. Et puisque l'expérience a réussi, nous avons refait ça avec les universités et nous avons affecté 2 docteurs par université pour la même cause, pour renforcer le lien entre l'université et le milieu socio-économique. Je passe pour parler de notre projet relativement récent, c'est le projet d'appui à la recherche de l'enseignement supérieur pour le secteur de l'environnement, c'est le projet ARES. Et pour ce projet ARES, nous avons toujours maintenu le Mobidoc, mais cette fois-ci, nous l'avons appelé Mobidoc vert. Mobidoc vert, puisque c'est orienté exclusivement vers les problématiques environnementales, relevant de différentes, si vous voulez, thématiques, la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la gestion durable des ressources naturelles, l'économie circulaire et l'urbanisation au milieu durable. Jusqu'à présent, nous avons financé, je pense, 75 docteurs, Mobidoc vert postdoc. Nous avons également financé 39 doctorants, donc ils sont en activité, puisqu'il y a ici certainement des docteurs. J'annonce que le 15 juin, Inch'Allah, on va lancer notre appel pour recruter, si vous voulez, des postdocs dans les domaines de l'environnement. Donc vous avez vu les thématiques, les mêmes thématiques, et les organismes bénéficiaires, ça pourrait être une entreprise, ça pourrait être une association environnementale, ça pourrait être même un centre de recherche et développement. Important, c'est exclusivement dans le domaine de l'environnement. Et je ne cache pas que nous avons pratiquement 100 postes, si vous voulez, à remplir, mais bien sûr, nous cherchons de la qualité, nous cherchons effectivement qu'il y a de l'impact. Ok? Bien. Le Green Impact, donc certains présents ici, donc déjà ils ont bénéficié de Green Impact. C'est quoi le Green Impact? C'est toujours dans le domaine de l'environnement, mais cette fois-ci, nous avons dit que nous savons que des laboratoires de recherche disposent déjà de résultats intéressants et validés dans le laboratoire. Maintenant, qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé à ces laboratoires d'identifier les utilisateurs potentiels de leurs résultats et de faire ensemble un consortium. Et l'objectif, c'est travailler ensemble, la main dans la main, pour que les résultats de laboratoire soient transformés en solutions concrètes, bien sûr en partenariat avec l'utilisateur final de ces résultats. C'est pour cela qu'on a appelé le Green Impact. C'était un financement important, nous avons accordé pratiquement 16 projets, et chaque projet, il a eu pratiquement 700 000 dinars pour les 2 prochaines années. Bien, donc c'était les mêmes, si vous voulez, les mêmes thématiques. C'est juste ici, puisque nous parlons des mécanismes de valorisation transfert technologique, c'est pour dire que l'ANPR aussi supervise un réseau de 25 bureaux de transfert technologie répartis dans si vous voulez, les différentes universités. Et donc, ces buts, donc, ils ont des tâches très importantes et ça remplace un peu l'ANPR dans les universités. Mais ce qui est important, c'est que nous essayons maintenant de mettre en place une plateforme, la même plateforme ButNet, pour, si vous voulez,
donc une meilleure interaction entre les différents buts sur le plan de notre, si vous voulez, répartis dans les différentes régions du pays. Bien. Un autre, si vous voulez, dispositif ici, lorsqu'on parle de la valorisation, tout à l'heure, j'ai dit que notre classement en termes d'absorption du savoir, de l'innovation par les entreprises, je pense que c'était 126 ou 129. C'était que nos entreprises ne sont pas capables d'absorber. C'est pour cela que maintenant l'État essaie d'encourager la création de nouvelles entreprises innovantes, de nouvelles start-up. Et dans ce cadre, nous avons conduit un projet incubateur, donc si vous voulez, d'innovation transfert technologie en Méditerranée, avec 3 autres pays, la Grèce, l'Espagne et l'Égypte. Et ce qui est important, c'est que les quatre pays ont mis sur la table tout leur savoir-faire en termes de formation. Parce que lorsque je parle de création de start-up, il y a une formation basique en entrepreneuriat, en aspects juridiques, communication, etc. Mais il y a aussi l'encadrement individuel. Donc, les 4 pays ont mis en place sur la table, j'ai dit, tout leur savoir-faire et on a conçu ensemble un programme standard d'accompagnement et d'encadrement individuel. Et ça nous a permis de créer si vous voulez, un incubateur dans le technopole de Borsedria. Vous allez pas me voir pourquoi je l'ai mis à Borsedria. Et donc, cet incubateur, nous l'avons utilisé et ça a permis de créer 12 startups dans 2 domaines très importants, l'agrofood et surtout l'artisanat, puisque nous sommes dans la région du Gabon. Bien, un autre, si vous voulez, mécanisme important pour la valorisation des résultats de la recherche. Normalement, lorsqu'on fait de la recherche et on produit de l'innovation, l'acheteur principal, ça doit être le secteur public. Vous vous rappelez, si vous voulez, du Covid, lorsqu'on avait besoin, si vous voulez, du respirateur, que s'est-il passé? Les écoles d'ingénieurs, si vous voulez, ont mis la main dans la main avec les hôpitaux pour concevoir des respirateurs et répondre aux besoins. Ici, c'est le même principe. Donc, les centres de recherche, les structures de recherche doivent coopérer avec les entreprises. Pourquoi faire? Pour progresser dans la maîtrise des technologies, pour transformer les technologies de prototype en technologies opérationnelles et devenir capable de répondre aux appels, si vous voulez, d'offres lancées par le secteur public. Un autre dispositif, donc c'est le dernier, peut-être patience, c'est, si vous voulez, la Smart Specialization ou bien la spécialisation intelligente. En Tunisie, nous avons parfois des pratiques qui ne sont pas appropriées. À la fois, donc chaque fois qu'on voit qu'il y a un projet qui est réussi, on fait copier-coller. Voilà, donc c'est bon. Oh non, c'est pas ça. Donc il faut considérer les spécificités d'une région. Lorsque je dis une région, ça pourrait être la région du gouvernement de Guebes, de Sfax, mais ça pourrait même être la Tunisie. Donc une grande région. Dans la région, qu'est-ce qu'on doit voir? On doit voir qu'est-ce qu'on a comme atout, qu'est-ce qu'on a comme point fort en termes de structure de recherche, qu'est-ce qu'on a comme point fort en termes d'entreprise, qu'est-ce qu'on a comme point fort même en savoir-faire traditionnel. Et considérant ces points forts, on doit interagir ensemble pour faire des projets dans la région qui tient compte de ces points forts. Et c'est une approche très intéressante pour le développement de la région. J'ai pratiquement terminé avec les mécanismes, si vous voulez, de valorisation de transfert technologie. Donc, bien sûr, il ne faut pas oublier aussi que l'ANPR assure donc, la gestion financière et la gestion, si vous voulez, des projets nationaux et internationaux. Donc, nos collègues sont avec nous aujourd'hui. Bien, je vais vous parler de quelques suggestions et on essaie de travailler. L'ANPR essaie si vous voulez, de mettre en place, si vous voulez, certaines idées. D'abord, donc, pour réussir la valorisation et le transfert technologique, il faut promouvoir la recherche pluridisciplinaire. Et j'insiste, la recherche collaborative. Il n'y a pas une recherche que un chercheur, donc il se met dans son petit coin pour, si vous voulez, faire de la recherche et il espère trouver une solution. Impossible. Les solutions, ça passe par une coopération. Ça passe par une recherche pluridisciplinaire. Ça passe par une recherche collaborative
entre toi, chercheur, et l'utilisateur potentiel de ton résultat. C'est aussi dans notre statut, c'est reconnaître un peu les activités liées à l'interaction recherche-environnement, liées à l'interaction recherche-environnement dans les parcours. Généralement, malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas modifié le statut. Pour la promotion, on reconnaît le nombre de publications, le nombre de thèses encadrées, mais on ne reconnaît pas le nombre peut-être d'interactions avec, ou de conventions avec les partenaires socio-économiques. Même les brevets ne sont pas suffisamment valorisés. Instaurer la culture environnementale, entrepreneuriale chez nos chercheurs. Ça manque de manière flagrante parce que nous avons appris à être des enseignants. Nous n'avons pas l'esprit entrepreneurial et maintenant il faut que ça change. L'esprit entrepreneurial doit être cultivé chez les chercheurs. Mettre en place des parcours académiques orientés vers les métiers émergents. Donc, pour faire le transfert technologique, nous avons besoin, en réalité, vous avez les chercheurs, vous avez les partenaires socio-économiques, et les deux ne parlent pas le même langage. Donc il n'y a pas d'interaction. Il faut des profils, il faut des experts d'interfaçage qui essaient de comprendre le langage du chercheur et le langage de l'entreprise et en faire le lien. C'est ça le sondage des nouveaux métiers. Heureusement, donc, il y a quand même certains masters qui ont été créés. Donc aussi, le statut de national de l'étudiant entrepreneur, ça existe. C'est important aussi de penser à modifier l'organigramme des universités. Maintenant, lorsqu'on regarde l'université, s'il y a un département pour l'enseignement, un département pour la recherche, mais l'université n'est pas capable de profiter de ce qu'elle produit comme innovation, n'est pas capable de profiter de ce qu'elle produit comme brevet. Donc c'est pour cela, le chercheur, s'il a une innovation, il ne bénéficie pas d'une formation même pour rédiger son brevet. C'est pour cela que c'est important maintenant de repenser l'organigramme des universités et prévoir la mise en place d'un troisième département dans les universités, c'est le département de l'entrepreneuriat de l'innovation pour, si vous voulez, rendre l'université plus ouverte sur le milieu socio-économique. Pour les entreprises, c'est important de, si vous voulez, accorder aux entreprises adhérentes à l'approche des incitations financières, mais le plus important, c'est mettre en place dans les entreprises ce qu'on appelle des cellules de recherche-développement, des cellules de veille scientifique et technologique. Tout à l'heure, je parlais de la recherche-développement. Qui va représenter l'entreprise? C'est si vous voulez, des docteurs, essentiellement des ingénieurs, qui forment ces cellules de recherche-développement. Et je ne vous cache pas qu'actuellement, suite, si vous voulez, à l'évaluation de Mobidoc, nous sommes en train de penser, avec nos collègues du ministère, si vous voulez, de l'emploi et de la formation professionnelle, un programme national de mobilité doctorale vers le milieu socio-économique. Et ce programme, il a pour objectif de faire du docteur un acteur central de l'innovation et du développement économique national en créant un cadre institutionnel attractif pour les deux d'ailleurs, sécurisé et incitatif. Je m'explique, j'ai mis quelques composants, nous sommes en plein travail. C'est juste, par exemple, la création d'un statut juridique spécifique pour les docteurs en mobilité. Donc, ce contrat, ou bien ce statut, ça doit lui permettre d'avoir un salaire. Avec des périodes, si vous voulez, au moins de 3 mois renouvelables, le salaire minimum, mais surtout avec une protection sociale complète. Ça, c'est important. C'est la mise en place aussi de mécanismes de cofinancement public-privé. C'est encourager en fait sorte l'entreprise à adhérer. On peut prendre en charge 50-50 entre le gouvernement et les entreprises de ces docteurs dans une première phase. C'est aussi l'évaluation et le pilotage, mettre, si vous voulez, une structure pour assurer le pilotage et, si vous voulez, le suivi de ce programme. Et nous attendons qu'au bout de 5 ans, en quelque sorte, nous allons améliorer, si vous voulez, le taux d'employabilité des docteurs. Pourquoi je dis ça? Parce que dans des pays développés comme l'Allemagne, donc 75% des docteurs sont recrutés dans le milieu socio-économique. Au Japon, 95% des docteurs sont recrutés dans le milieu socio-économique. Donc, espérons qu'avec ce programme attractif pour les entreprises et pour les docteurs, attractif pour promouvoir une recherche et développement,
nous allons arriver, Inch'Allah, à améliorer, si vous voulez, le taux d'emploi des docteurs, si vous voulez, dans les entreprises. Bien sûr, pour terminer, donc j'ai dit qu'il y a le milieu académique, l'entreprise, mais entre les deux, il y a les structures d'interfaçage. Et lorsque je dis structures d'interfaçage, il faut les former. Il faut former. Donc la formation, elle est très complexe. Lorsqu'on parle de transfert de technologie, il y a la gestion de la propriété intellectuelle, il y a la communication, il y a la vulgarisation, il y a la contractualisation, la négociation. Tous ces aspects doivent être, si vous voulez, doivent faire l'objet de programmes de formation d'agents qui font l'interface entre, si vous voulez, les structures de recherche et le milieu socio-économique. Je m'arrête là, merci. Merci infiniment, cher professeur Sejedi. You are a role model